Alors, comme vous avez pu le voir dans le sommaire, une émission encore une fois très riche en pêche et on va rentrer de suite dans le cœur du sujet puisque nous sommes, vous le voyez, en compagnie de Jacques. Jacques, tu es le manager ou le capitaine de cette équipe de France? Le capitaine de l'équipe de France. Depuis combien d'années? 4 ans maintenant. Depuis 4 ans, d'accord. Et tu es déjà venu toi au Portugal? Non, c'est la première année. C'est la première année, mais je crois qu'il y en a dans l'équipe qui ont déjà fait un voyage. Sur les 6 pêcheurs qui sont en équipe de France, il y en a 5 qui sont déjà venus au Portugal. D'accord. Comment tu as sélectionné les 6 gars? Les 6 gars, à la base, il y a un noyau dur de l'équipe de France. Moi, quand j'ai repris l'équipe de France, l'ancien capitaine était Jean-Pierre Caggi-Nicolo, qui m'a formé tous ces gars-là qui sont des experts de la pêche. Et tous les ans, ils font des concours à l'année dans leur club. Et ensuite, on fait une présélection pour former et grossir l'équipe de France et trouver les meilleurs pêcheurs des régions. Avec la fédération qui me demande d'organiser ces sélections pour éviter de faire croire à tout le monde que c'est une équipe de copains et qui pêchent. En fin de compte, ils sont vraiment pris sur leur qualité de pêcheur. Sur la qualité de pêcheur. Cette année, justement, la présélection par rapport à la fédération, elle nous a demandé de faire une présélection beaucoup plus grosse que d'habitude. D'habitude, on est entre 7 et 8 pêcheurs ou 10 pêcheurs, et cette année, nous étions 18. Et sur les 18, ça s'est passé sur 2 jours à Anglette, ce qui la pêche se rapprochait le plus du Portugal. Et à la sortie, on retrouve vraiment le noyau dur de l'équipe de France et des meilleurs Français, c'est-à-dire à peu près sur les 18, il y en a 7 vraiment qui sont sortis du lot. D'accord. Et sur les 7, malheureusement, il a fallu que j'en élimine un. Éliminer sans l'éliminer parce que c'est un jeune qui progresse, qui était en équipe jeune avant et qui a fait partie de l'équipe jeune pendant au moins 2 ans. D'accord, en fait tu as sélectionné vis-à-vis de l'expérience aussi. Surtout de l'expérience. D'accord, en sachant qu'ils étaient déjà venus. Voilà, ils connaissaient déjà le secteur. Vous êtes arrivé quand ici, au Portugal? Alors on arrive souvent le dimanche matin, on prend le lundi de repos pour se poser, mettre son matériel en place. Ensuite en général on fait mardi, mercredi, jeudi en entraînement non officiel. D'accord. Ensuite vendredi pour les championnats du monde, c'est repos pour tout le monde, les équipes arrivent. Samedi, dimanche, inscription au championnat du monde qui est fait déjà par la fédération. Et ensuite nous avons 4 jours de compétition, dont une journée d'entraînement officiel. D'accord. C'est-à-dire une journée d'officiel d'entraînement et ensuite 3 jours de compétition. Comment ça se déroule au niveau de la compétition? Ensuite pour les manches, comment c'est? C'est le matin, l'après-midi? Les manches démarrent très tôt parce qu'on est une région où le poisson est théoriquement plus mordeur le matin. D'accord. Donc pour l'équipe, c'est pas vraiment du repos, qui se lève à 5h30 tous les matins. 7h on embarque sur les bateaux, 5 heures de pêche, c'est 4 cartons d'une heure et quart. D'accord. Et ensuite retour au port, donc grosso modo avec les trajets de route qu'on a, c'est des retours à 18h. Ça leur fait en gros une journée minimum de 12 heures, entre 10 et 12 heures de mer. Et justement, comment ça peut se passer une journée de compétition exactement, le déroulé? Alors le déroulé, on va commencer par les entraînements. Les journées d'entraînement, on en fait 3 et on essaie de les faire exactement comme les journées de championnat du monde. C'est-à-dire qu'on part à peu près à une demi-heure près aux mêmes horaires. Sur les bateaux, il y a un tirage au sort qui est fait le matin pour qu'ils aient une position sur les bateaux. En sachant que sur la journée, on a 4 cartons d'une heure et quart qui représentent 5 heures de pêche. Et toutes les heures et quart, les pêcheurs doivent changer de place, se croiser. Ah oui, d'accord, c'est pour ça qu'ils ont tourné tout à l'heure. D'accord. Qu'il n'y ait pas de favoritisme sur le bateau. C'est une compétition qui se déroule aux appâts naturels. À quoi ont-ils droit lors de la compétition? Alors, pour les entraînements comme pour la compétition, on a le même nombre d'appâts pour tous les pêcheurs. C'est-à-dire 2 kg de téline qui sont des petits coquillages qui ressemblent un peu à la palourde. Une poche de 300 g de calamar et une poche de 300 g de crevettes. D'accord. Ces appâts sont donnés par la fédération ou par les organisateurs? Sur la compétition, c'est donné en quantité égale à tous les pêcheurs. D'accord. Et pour les entraînements, on prend exactement les mêmes quantités pour pouvoir se perfectionner pour le CDM. Oui, après ces appâts, il y a une grosse partie préparation de ces appâts aussi. Absolument. Qui est importante. Si tu préfères les appâts naturels, il faut que tous les gars commencent à les préparer et en sachant qu'ils ont un laps de temps assez réduit. C'est-à-dire que la compétition démarre à 8h30, ils arrivent sur le bateau à 7h, ils ont en gros 1h30 pour préparer tous les appâts. En sachant qu'il faut décoquiller tous les coquillages, éplucher les crevettes, les calamars, on a certaines manières de les préparer en les frappant, en les coupant en lamelles. Ensuite, pour que les appâts, comme là on pêche dans des fonds de 70 mètres, il faut les ficeler. Donc tu imagines quand même que 2 kg de coquillages ficelés à la main, c'est du temps, c'est du boulot. En gros, pour faire vraiment tous les appâts comme il faut,
eux qui sont entre guillemets des très bons préparateurs d'appât, ils mettent une bonne heure, un quart, 1h30. Waouh, tu te rends compte le temps? Donc ils n'ont pas trop de temps à perdre dès qu'on embarque sur le bateau. Oui, et puis en plus, c'est des appâts qui vont leur servir tout au long de la compétition, il ne faut pas qu'ils en manquent. Voilà, c'est pour ça quand ils préparent les appâts, ils conservent vraiment tout, les tripes et tout, ils ne jettent absolument rien, hormis les coquilles, par-dessus bord. Mais si vraiment il y a une grosse quantité de poissons, il faut absolument pas qu'ils n'ont pas le droit de manquer d'appât. D'accord. Tout ce qui est lestage, taille d'hameçon, comment ça se calcule? Alors, par rapport au championnat du monde, nous sommes obligés de pêcher avec des hameçons qui n'ont pas une ouverture de plus de 8 mm. Ah, d'accord. En dessous, on n'a pas le droit de pêcher. Trop petit? Trop petit. D'accord. C'est pour faire une sélection des poissons, ne pas prendre de poissons trop petits. D'accord. Ensuite, dans les catégories de poissons qu'on a le droit de prendre, on va dire que comme notre pêche à soutenir, c'est une pêche où on est forcé de pêcher au fond. Tout ce qui est poisson fourrage, bogue, maquereau, tout ça, c'est complètement interdit. Dommage parce que c'est en densité vraiment phénoménal ici. On ferait des gros paniers de poissons, mais c'est pour éviter ça. Ensuite, on a un quota point pour chaque poisson. D'accord. Les poissons de roche en général valent 1 point, le taco vaut 2 points, tous les sparidés c'est entre 3, 4 et 6 points. D'accord. Donc ce qu'il faut privilégier dans notre pêche, c'est de prendre des poissons qui fassent un maximum de points. Surtout quand on pêche à 70 mètres, il faut qu'ils remontent en plus, on leur demande de faire et qu'ils sont capables de faire, de remonter les doublés, les triplés pour faire des grosses fractions de points. D'accord. Quand tu remontes à par exemple 3 macros dans 70 mètres, tu perds du temps et le compétiteur qui est à côté, s'il fait un sparidé, il te passe devant. Il passe devant. Et au niveau du point, ça va très très vite. Il y a des tailles de mesure? Tous les poissons ont une taille. D'accord. Alors on va dire tous les poissons de roche c'est 17 cm, des sparidés, les sparidés commencent à 18 cm, ensuite c'est 23 cm suivant l'espèce. D'accord. Et ensuite 30 cm. Ah ouais, 30 ça commence à être correct. Et explique-moi une chose, c'est comment ils peuvent arriver à sélectionner, parce que moi je les vois pêcher, lancer, ramener les poissons, et je vois quand même que ça sélectionne quand même les poissons, leur système. Comment ils y arrivent? Ils y arrivent à sélectionner le poisson quand ils arrivent au fond, parce qu'ils mettent soit des appâts beaucoup plus importants, un diamètre d'hameçon un peu plus gros, et avec leur connaissance de la pêche, ils me font des montages assez spéciaux. D'accord, c'est cette longueur d'empile que j'ai vue. Voilà. Et les longueurs d'empile varient aussi par rapport au courant. Ah. Si le courant est très fort, ils mettent des empiles, on va dire assez longues pour que ça nage bien dans le courant si le poisson est difficile. S'il y a une grosse pêche de rapidité, ils font des empiles très courtes pour que le poisson attrape l'hameçon et remonte le plus rapidement possible et qu'il ne perde pas de temps. Dans la sélection, tu n'as pas eu une tâche facile puisque, en plus de les avoir sélectionnés, maintenant tu as une autre épée de Damoclès, je vais dire. Absolument, parce que si tu préfères, en entraînement, on est 6 pêcheurs et sur la compétition, je suis forcé de, entre guillemets, en évincer un. Parce qu'il n'y a que 5 pêcheurs qui peuvent faire partie de la compétition. Et pour les départager, c'est hyper compliqué. Ouais, je comprends, mais si tu veux, je te donnerai un coup de main parce que moi j'en ai repéré une ou deux là, de petites faiblesses psychologiques. Hein. Voilà, on relèvera ça. Si tu fais ça pour moi, ça me rendrait un grand service. Non, je plaisante, franchement, je les vois pêcher, c'est tous des machines. C'est tous des machines, c'est impressionnant. Le choix va être difficile pour toi. Ça se fait quand? Théoriquement, je dois faire mon choix à la fin des 3 jours d'entraînement. D'accord. Mais si vraiment c'est trop serré, on attendra parce qu'on a une journée officielle d'entraînement où on n'a que la France qui pêche. Je prendrai peut-être ma décision le 4e jour d'entraînement. D'accord. Bon les gars, accrochez-vous. Hein. Il y a une échéance pour vous encore. Hein. C'est pas tout à fait fini. Et une fois que ces poissons sont capturés, les points sont faits, comment ça fonctionne pour dire lui il a fait premier, les points place comme ça, comment c'est comptabilisé? Est-ce qu'il y a un classement par bateau, un classement par équipe? Alors, cette année, on est 16 nations et les points sont calculés par rapport au nombre de points que les pêcheurs ont pris. Sur le bateau, tu as un classement qui est fait au nombre de points. D'accord. Donc, chaque pêcheur a son nombre de points et ensuite, celui qui a le plus grand nombre de points est premier de bateau. D'accord. Le deuxième. Donc lui, il a un point de place. Voilà. D'accord. Et ensuite, sur les autres bateaux, c'est calculé pareil. Et ensuite, ils prennent tous les premiers de bateau qui vont mettre ensemble, ça va être un cumul de points. Admettons qu'on a un pêcheur qui fasse premier de bateau le premier jour, le deuxième, le troisième, il aura 1 plus 3 égale 4. D'accord, c'est les points de place. Et celui qui sera sur le podium, c'est celui qui aura le minimum de points pour monter sur le podium. Celui qui fait 3 fois 1, il est sûr d'être champion du monde. Voilà, il est sûr d'être champion du monde. D'accord. Et en fait, après, c'est les points cumulés de chaque compétiteur qui fait le classement de l'équipe. Voilà, c'est ça. C'est la meilleure méthode de calcul, en fait, c'est la plus équitable, d'autant plus que les bateaux ne sont pas tous sur la même zone, je crois. Absolument, parce que tu as des bateaux qui peuvent tomber sur une zone où il y a énormément de poissons.
Et une autre zone où il n'y aura pas du tout de poissons. Mais par contre, le classement sera toujours équitable puisque s'il n'y a pas de poissons, ils vont se battre pour essayer d'attraper le peu de poissons qu'il y a et gagner leur bateau. Mais s'il n'y a pas de poissons, il n'y a aucun moyen de déplacer le bateau? Si, pour déplacer le bateau, il y a un vote qui est fait à bord du bateau. C'est à main levée. Les compétiteurs demandent à bouger le bateau. S'ils sont 8 sur le bateau, il y en a 5 qui veulent bouger. Le bateau est obligé de bouger. Mais par contre, quand le bateau navigue, ça retire du temps de pêche. Ah d'accord, et donc c'est un choix à faire. Donc après c'est une stratégie aussi, on imagine qu'un Français est en tête sur le bateau, il ne va pas lever le bras pour bouger. D'accord, oui, en fait ce que tu leur demandes c'est d'être efficace, de s'adapter rapidement, de changer de technique rapidement et de pouvoir évoluer la forme d'appât, la longueur des empiles, le montage des hameçons, ça fait beaucoup de choses. L'efficacité, tout. C'est des robots. Voilà. Au bout de 4 jours d'entraînement, c'est des robots, mais en fait, ils ont quand même quelques jours de pêche derrière eux. Ouais, mais c'est leur plaisir avant tout. Ouais, c'est ça aussi, c'est ce qui est bien. C'est un plaisir et une passion. C'est ce que je note quand même depuis ce matin, puisqu'on est là quand même depuis quelques heures avec vous, c'est qu'il y a une ambiance terrible. Ouais, ils se chambrent les uns les autres. C'est un gros bon jeu, ça. Malgré l'échéance des 5 compétiteurs et du remplaçant, il n'y en a pas un qui ne joue pas le jeu, il se donne des conseils, des astuces. Je veux dire, c'est vraiment une unité, quoi. Tu as réussi à faire un groupe. Ouais, on a vraiment une bonne osmose dans le groupe. Et même quand ce sera le verdict, de donner le nom du remplaçant. Le remplaçant sera avec tout le monde le matin au départ du championnat du monde. On porte les caisses, on aide l'équipe. Bien sûr. Et il sait qu'il peut rentrer le lendemain aussi sur la compétition. Tout à fait. Les gars, ils ont quand même quelques heures de vol derrière eux. Ils ont pas mal de championnats aussi, puisque il y a eu déjà des titres dans cette équipe de France. Bon, à quelques-uns, on a un titre de champion du monde individuel, on doit avoir 4 ou 5 titres de podium au championnat du monde. Et à peu près, sur toute l'équipe qui est là, une quinzaine, pas une quinzaine, je vais exagérer, une bonne dizaine de titres de champion de France. Qui sont les concurrents les plus sérieux? Tous. Dans les autres équipes internationales? Tous. Pour nous, tous. Il faut tous les battre. C'est une bonne réponse, ça me convient. Mais il y a quand même des favoris. Les Italiens, les Croates, les Anglais. En gros, il y a 5 nations qui sont vraiment compliquées. D'accord, vous allez les manger. On l'espère, mais la pêche, c'est comme moi. Eh bien sûr. Quand on arrive à ce niveau-là, ils sont tous très bons. Ouais, c'est certain, c'est certain. Et une fois terminée la journée, on rentre au bercail. Ils nettoient tout leur matériel, ils rentrent au bercail, mais la journée n'est pas finie pour eux parce qu'ils continuent les montages, ils modifient par rapport à la journée leur montage. Ils ont à peu près 2 heures de boulot encore dans les chambres pour préparer leur pièce pour le lendemain matin. C'est un peu de taf. D'ailleurs, c'est ce que je vous propose de découvrir un peu plus tard dans l'émission. Mais pour l'instant, ce que je vous propose, eh c'est de rester côté Atlantique, mais là un petit peu plus au nord du côté du fabuleux golfe du Morbihan. On va retrouver Johan Housset, Guillaume Martineau et un guide local qui connaît la zone comme sa poche et va nous faire découvrir une technique de pêche, tu vas voir, simple mais terriblement efficace. Avec des grabes verts, ils vont aller rechercher de très grosses dorades royales. Avec plaisir.